Quand j'ai fait une violente crise de panique après avoir été licencié, ma femme a hurlé « Arrête d'être un fardeau inutile », puis elle a jeté mes antidépresseurs à la poubelle. Ensuite, je l'ai entendu dire à ses amis en face Tim, il ne fait même pas d'effort, il veut juste attirer l'attention et qu'on le prenne en pitié. J'ai entendu chaque mot. 2 mois plus tard, elle a dit qu'elle regrettait tout ce qu'elle avait dit. Je bossais au même endroit depuis 8 ans. Je ne dirai pas où, mais imagine un cliché de boîte tech, avec cette fausse ambiance, on est une famille, des machines à café hors de prix que personne n'utilise jamais. Le mois dernier, ils ont restructuré. En langage corporate, ça veut dire virer des gens. 8 années à faire des semaines de 60 heures, à zapper les vacances, à résoudre des urgences au beau milieu de la nuit. Et au final, un appel Zoom de 15 minutes avec les RH et mon manager me disant que mon poste ne correspondait plus aux objectifs de l'entreprise. J'ai fixé mon écran d'ordinateur portable pendant de longues secondes après qu'ils aient raccroché. J'avais l'impression que quelqu'un venait de tirer le frein d'urgence de ma vie. Depuis environ 1 an, je luttais contre l'anxiété. Je prenais un traitement léger, juste de quoi m'aider à tenir. Mais là, c'était différent. La crise de panique est tombée sur moi sans prévenir. Mon cœur battait à une vitesse folle, j'avais l'impression de l'entendre cogner dans ma poitrine. Je n'arrivais plus à respirer, mes mains sont devenues engourdies, picotaient, et je transpirais à travers ma chemise. Pour ceux qui n'en ont jamais eu, imaginez la sensation physique de mourir. Ce n'est pas une métaphore. Votre cerveau est convaincu que vous êtes en train de mourir. Là, maintenant. C'est à ce moment que Chelsea est entrée. Ma femme depuis 5 ans. Celle que je pensais être ma partenaire, ma personne, mon refuge. J'étais allongé sur le sol du bureau à domicile, luttant pour reprendre mon souffle. J'ai essayé, entre 2 respirations, de lui expliquer ce qui s'était passé. Que j'avais perdu mon travail. Que je n'arrivais plus à respirer. Que j'avais besoin de mes médicaments. Elle est restée là, les bras croisés, avec sur le visage une expression que je ne lui connaissais pas. Et elle a dit ces mots, « Arrête d'être un fardeau inutile ». Comme si elle les avait préparés depuis longtemps. Comme si elle attendait ce moment précis pour les sortir. Je n'oublierai jamais son visage. Ce n'était pas de la colère. Non. C'était pire. Du mépris. Comme si j'étais quelque chose de sale qu'elle venait de découvrir collé sous sa chaussure. J'ai réussi à me traîner jusqu'à la salle de bain. Je me suis aspergé le visage d'eau, j'ai pris mes médicaments, j'ai essayé de respirer comme mon thérapeute me l'avait appris. J'ai voulu croire que j'avais mal entendu. Que c'était juste l'anxiété qui me faisait tout exagérer. Catastrophiser, comme dit si bien mon psy. Mais ensuite, j'ai entendu Chelsea dans la cuisine, en face Tim avec son amie Johanna. Je ne voulais pas écouter, mais notre appartement n'a rien d'un palace. Il ne fait même pas d'effort, disait Chelsea. Il veut juste qu'on le plaigne. Il déprime depuis des mois et maintenant, il fait une crise de panique parce qu'il a enfin été viré. La façon dont elle a dit, crise de panique, avec ce ton moqueur, comme si ma santé mentale n'était qu'une blague. Ensuite, j'ai entendu le couvercle de la poubelle de la salle de bain s'ouvrir. Puis les flacons de médicaments touchaient le fond. Mes médicaments. J'ai compté dans ma tête. 10 et puis 20. Puis 50. Tout ce que je pouvais pour ne pas hurler ou casser quelque chose. Et là, quelque chose s'est cassé à l'intérieur. Pas de la rage. Non. C'était de la clarté. Comme quand ton téléphone est fissuré depuis des mois, et que tu changes enfin l'écran. Tout devient net, lumineux, évident. J'ai pris mon portable et j'ai commencé à enregistrer. Instinctivement. Sans réfléchir. J'ai enregistré ce qu'elle disait à Johanna, puis à Sky. À quel point elle en avait marre d'un mari inutile. Qu'elle en avait ras-le-bol de porter tout le poids. Qu'elle avait honte d'être vue avec moi. La Chelsea que je croyais connaître depuis 5 ans n'aurait jamais pu dire ça. Mais peut-être que cette Chelsea n'a jamais existé. J'ai attendu qu'elle parte à son cours de vélo. Puis j'ai fouillé la poubelle pour récupérer mes médicaments. J'ai compté les pilules pour m'assurer qu'il ne manquait rien. Ensuite, j'ai appelé Lorraine. Mon pote depuis la fac. Chelsea ne l'a jamais aimé. Elle disait qu'il avait une mauvaise influence parce qu'il avait un jour suggéré qu'on aille à Vegas pour mon anniversaire au lieu du week-end dégustation de vin qu'elle avait prévu. Maintenant je comprends pourquoi elle m'a tenu éloigné de mes amis. Il est arrivé en moins d'1 heure. Il n'a rien demandé quand je me suis effondré en essayant d'expliquer. Il a juste écouté. Puis il m'a dit, documente tout, mets tes affaires en ordre, et surtout, ne lui montre rien.
Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé un Google Doc avec les dates, les heures, les détails de tout ce qu'elle disait ou faisait. J'ai sauvegardé les enregistrements à 3 endroits différents. Pris des captures d'écran des textos où elle me rabaissait. Je n'arrive pas à croire que je n'ai pas vu tout ça plus tôt. Ces petites remarques sur mon boulot pas assez prestigieux. La façon dont elle levait les yeux au ciel quand je parlais de mon anxiété. Ces blagues sur le fait qu'elle pourrait avoir mieux. Le plus ironique, c'est qu'à notre mariage, tout le monde me disait à quel point j'avais de la chance. Qu'elle était bien au-dessus de mon niveau. Aujourd'hui, je me demande si elle m'a jamais aimé. Ou si je n'étais qu'un projet dont elle s'est lassée. Les 2 semaines suivantes ont été étranges. J'ai fait semblant que tout allait bien. J'ai cherché du travail pendant la journée, pendant qu'elle était au bureau. Je souriais, j'acquiesçais quand elle me parlait de sa journée. Et j'ai ravalé ma fierté. Quand elle faisait des remarques du genre « il faut que tu prennes tes responsabilités et que tu te comportes en homme », je restais allongé à côté d'elle chaque soir, incapable de dormir, me demandant qui était vraiment cette personne, depuis combien de temps elle pensait comme ça, si elle m'avait jamais aimé, ne serait-ce qu'un peu. Puis, vendredi dernier, j'ai reçu un message sur LinkedIn. Un recruteur de la plus grande entreprise concurrente de celle de Chelsea. Apparemment, mon profil correspondait parfaitement à ce qu'il recherchait. Le poste représentait une vraie avancée par rapport à mon ancien boulot, meilleur salaire, meilleurs avantages, tout était mieux. J'ai l'entretien demain. Chelsea pense que je déjeune avec Laurence. Pour la première fois depuis cette crise de panique, j'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Parce que je sais que ce n'est que le début. Voilà où j'en suis, je planifie ma sortie, je construis mon dossier, j'attends le bon moment. Et Chelsea? Elle n'a pas la moindre idée de ce qui l'attend. Ceci, ce n'est que la première partie. Je vous tiendrai au courant quand il y aura du nouveau, parce que croyez-moi, cette histoire est loin d'être terminée. Mise à jour. Bon sang. Vous êtes sérieux? Je ne m'attendais pas du tout à ce que mon dernier post explose comme ça. À ceux qui m'ont envoyé des messages privés pour me dire de me comporter en homme, vous pouvez aller cordialement vous faire voir. Pour tous les autres, votre soutien m'a vraiment aidé. Pour de vrai. Ça fait exactement 26 jours depuis ma dernière mise à jour. Il s'est passé pas mal de choses. Certaines bonnes. Certaines mauvaises. Et certaines juste, bizarres, franchement. Alors cet entretien, celui dont je parlais? Réussi. Vraiment au-delà de mes attentes, surtout pour quelqu'un qui avait littéralement craqué nerveusement une semaine plus tôt. Ils m'ont proposé le poste 2 jours après. Je ne vais pas mentir, l'augmentation de salaire n'était pas énorme, environ 15%, mais les avantages étaient bien meilleurs, couverture santé mentale complète, 4 semaines de congés payés, au lieu de l'illimité bidon de mon ancien boulot, qui voulait en réalité dire « ne prends jamais de vacances ou on doutera de ton engagement ». La première chose que j'ai faite? Ouvrir un nouveau compte bancaire, dans une banque complètement différente. Chelsea et moi avions des comptes joints depuis notre mariage, mais je n'avais jamais vraiment regardé où partait notre argent. Avec le recul, c'était stupide. Donc maintenant, mes nouveaux salaires arrivent dans un compte dont elle ignore l'existence. Je travaille à distance pendant qu'elle est au bureau. Notre appartement a une petite chambre qu'on utilise comme bureau partagé. Petit à petit, je range mon côté. Je mets les choses dans des cartons, j'organise. Chelsea ne remarque rien. Trop occupée à poster des selfies de ses séances de sport et à se plaindre de ses collègues. Et en parlant d'elle, Chelsea a empiré. Complètement. Le masque est tombé. Le week-end dernier, elle m'a aidé à chercher du travail. Je ne lui ai pas encore parlé du nouveau poste. Elle a ouvert une annonce et m'a lancé que je n'étais probablement pas assez qualifié pour ce poste, alors pourquoi perdre son temps? Puis elle a éclaté de rire comme si c'était la blague du siècle. Je me suis contenté d'acquiescer et de la remercier pour son aide. Pendant ce temps, j'ai appelé Laurence et je lui ai demandé s'il connaissait un bon avocat spécialisé en divorce. Il m'a recommandé son cousin Grégory, un expert dans ce genre d'histoire. Je l'ai rencontré pour un café mardi dernier, pendant que Chelsea croyait que j'étais à un entretien. Grégory n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Il est arrivé en jean et t-shirt Star Wars, on aurait dit un assistant à la fac plutôt qu'un avocat. Mais dès qu'il a commencé à parler, j'ai su qu'il savait ce qu'il faisait. Il a posé toutes les bonnes questions, m'a fait me sentir légitime dans mon envie de partir. Les enregistrements que j'ai faits? Grégory a dit que c'était de l'or, vu qu'on vit dans un état où le consentement d'une seule partie suffit. Il m'a aussi expliqué comment les finances risquaient d'être réparties. On est mariés depuis 5 ans,
pas d'enfant, Dieu merci. Double revenu, et dans notre État, ça signifie généralement une séparation équitable sans pension alimentaire, sauf si l'un des deux peut prouver que l'autre a été abusif ou a caché des biens. Devinez qui a des preuves de violence psychologique? Moi. Je construis ce que Grégory appelle mon « dossier de sortie », relevé bancaire, messages, enregistrements, photos de mes médicaments dans la poubelle, capture d'écran des réseaux sociaux de Chelsea où elle me rabaisse de manière subtile. C'est comme assembler un puzzle dont l'image finale, c'est ma liberté. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai recontacté mon ancien ami Sky, à qui je n'avais pas parlé depuis presque 2 ans. Chelsea disait toujours que Sky était trop dramatique, une mauvaise influence. On jouait ensemble chaque week-end, avant que je me marie. Sky m'a raconté quelque chose qui m'a donné la nausée. Apparemment, Chelsea racontait à tout notre cercle d'amis que j'étais mentalement instable, impossible à vivre, que je la tirais vers le bas depuis des années. Et tout ça pendant qu'elle me regardait droit dans les yeux en me disant qu'elle m'aimait. Sky avait des captures d'écran. Beaucoup. Des messages datant de 3 ans. Chelsea se plaignant de moi dans des groupes où je n'étais pas invité. Elle me faisait passer pour un mari complètement fou, alors que tout ce que je faisais, c'était bosser comme un dingue pour nous faire vivre. Ça m'a frappé. Fort. J'ai passé toute une nuit allongée dans le noir à fixer le plafond, à me demander si quelque chose, quoi que ce soit, dans notre relation, avait été vrai. Le lendemain matin, Chelsea a remarqué que j'étais distant. Elle m'a demandé si ça allait, et j'ai failli éclater de rire. Et maintenant, tout à coup, elle s'inquiète. J'ai juste marmonné quelque chose à propos d'un mal de tête et je suis retourné à faire semblant que tout allait bien. Mais c'est de plus en plus difficile à jouer. Chaque jour, je dois m'asseoir en face d'elle au dîner et l'écouter parler d'elle-même. Chaque nuit, je dois dormir à côté de quelqu'un qui pense que je suis un fardeau inutile. Ça me ronge de l'intérieur. Le nouveau boulot, en revanche, se passe plutôt bien. Mieux que prévu même. Mon équipe est correcte, et ma responsable, Sydney, semble vraiment apprécier mon expérience. La culture d'entreprise est nettement moins toxique que dans mon ancien job, ce qui veut dire beaucoup dans ce secteur. Vendredi dernier, il y avait une espèce d'événement de networking trimestriel. Chelsea était en déplacement chez ses parents, Dieu merci, donc j'y suis allé. J'ai un peu réseauté, rencontré des personnes haut placées, dont Oplo Twist le patron de Chelsea. Enfin, pas son supérieur direct, mais celui au-dessus. Le monde est petit, non? Je n'ai pas mentionné que j'étais marié à Chelsea. On a juste discuté du secteur, des défis actuels, les banalités habituelles. Mais j'ai marqué les esprits. Sydney m'a envoyé un message le lendemain pour me dire que son boss avait été impressionné par mes idées. Ironique, non? Je faisais que répéter ce que Chelsea elle-même n'arrêtait pas de critiquer. En parallèle, j'ai commencé à chercher un appartement. Rien d'extravagant. Juste une pièce dans un coin où Chelsea ne penserait jamais à chercher. J'ai trouvé un endroit correct à une 20aine de minutes de mon nouveau bureau. Pas génial, mais le bail est mensuel, ce qui est parfait pour l'instant. J'ai commencé à déménager des petites choses quand elle n'est pas là. Rien qu'elle puisse remarquer, quelques vêtements, de l'électronique, des documents importants, les trucs qu'on ne peut pas remplacer. Laurence me laisse stocker mes affaires chez lui. Et puis hier, Chelsea a fait quelque chose qui a confirmé que je faisais le bon choix. Elle a fouillé dans mon téléphone pendant que je prenais ma douche. Je le sais parce qu'il est verrouillé par empreinte digitale et code PIN. Quand je suis sorti, il était allumé sur l'écran d'accueil. Je ferme toujours mes applications avant de poser mon téléphone, toujours, et là, il était ouvert. Le truc, c'est que je m'y attendais. Mes vraies conversations sont sur une autre appli de messagerie qu'elle ne connaît pas. Mes emails se suppriment automatiquement après lecture. Mon historique de recherche est nickel. En gros, le téléphone qu'elle a fouillé est un leurre. Quand je lui ai demandé, l'air de rien, si elle avait eu besoin d'utiliser mon téléphone, elle s'est mise sur la défensive. Elle a dit que je devenais paranoïaque, qu'il avait dû se déverrouiller dans ma poche. Puis elle a changé de sujet immédiatement, en parlant du fait qu'il nous fallait de nouvelles serviettes. De putain de serviettes. Alors que ma vie entière s'effondre. J'ai juste hoché la tête et dit oui, comme tu veux, prends les serviettes. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est encore durci. Le moindre doute que j'avais concernant mon plan s'est évaporé à cet instant. Et puis aujourd'hui est arrivé. Le moment qui a tout changé. Ma nouvelle entreprise a annoncé une restructuration. Ironique, hein? Mais au lieu de licenciement, c'est une expansion.
Ils rachètent une partie d'un concurrent et ont besoin de quelqu'un pour diriger l'équipe de transition d'une des divisions. Sydney m'a convoqué à une réunion avec la direction. Elle m'a dit que mon parcours faisait de moi le candidat idéal pour ce rôle, que ma perspective unique serait précieuse. La division en question? Celle où travaille Chelsea. Exactement celle-là. Je n'ai pas encore dit oui. Je leur ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir. Mais on sait tout ce que je vais répondre. Ce soir, Chelsea m'a envoyé un message pour me demander pourquoi j'étais différent ces derniers temps. Elle m'a dit que j'avais l'air moins dépendant, et elle voulait savoir si je cachais quelque chose. J'ai juste répondu avec un emoji cœur. Laisse-la se poser des questions. La partie 3 arrive bientôt. Parce que la vraie revanche, elle n'a même pas encore commencé. Dernière mise à jour. Je suis resté devant cette page blanche pendant 20 minutes, à chercher comment commencer. Il s'est passé tellement de choses depuis la dernière fois. Les retombées ont été violentes. Bien plus que ce que j'avais imaginé. J'ai accepté ce poste dans l'équipe de transition, évidemment. C'était surréaliste d'assister à des réunions où on parlait de rationalisation, de suppression de doublons, en sachant que le service de Chelsea était visé. Pas que j'avais le moindre pouvoir sur qui resterait ou non. Mon rôle, c'était juste d'expliquer comment les deux systèmes allaient fusionner. Pendant 2 semaines, j'ai continué à jouer la comédie à la maison. Je faisais le dîner, je regardais Netflix, je faisais semblant que tout allait bien, pendant que je faisais mes cartons en cachette. Chelsea ne se doutait de rien. Ce qui, honnêtement, prouvait à quel point elle faisait peu attention à moi. Une fois, elle m'a demandé pourquoi j'étais bizarre ces derniers temps, pourquoi je semblais différent. J'ai juste haussé les épaules en disant que je me concentrais sur ma santé mentale. Elle avait l'air soulagée, comme si ma stabilité émotionnelle était une charge en moins pour elle. La fusion a été annoncée publiquement lundi dernier. Communiqué de presse officiel et tout. Chelsea est rentrée furieuse. Tout son service allait être réorganisé. Certains allaient être licenciés, d'autres devraient postuler à nouveau pour leur propre poste. Elle a râlé pendant 1 heure, disant que sa carrière était en train d'être sabotée, qu'elle ne méritait pas ça. J'ai acquiescé, compatissant, tout en pensant à l'ironie de la situation. Elle n'avait aucune idée que son propre mari faisait partie de l'équipe qui menait cette transition. Et puis, le moment que j'attendais est enfin arrivé. Chelsea a mentionné le chef de l'équipe de transition. Elle a dit que c'était un type brillant qu'il venait juste de recruter, et que tout le monde essayait de se mettre dans ses bonnes grâces. Elle ne savait toujours pas que c'était moi. L'entreprise est assez grande pour que nos chemins ne se soient jamais croisés jusque-là. Bâtiments différents, équipes différentes. Le lendemain, j'ai appelé pour dire que j'étais malade. J'ai attendu que Chelsea parte au travail, puis je me suis mis au boulot. D'abord, j'ai déménagé toutes mes affaires essentielles dans le nouvel appartement que j'avais loué. Rien de luxueux, juste une pièce meublée simplement avec des meubles IKEA que j'avais achetés et montés en secret. Ensuite, j'ai retiré exactement la moitié de nos économies communes. Pas un centime de plus, pas un de moins. Grégory, mon avocat, m'avait dit que c'était important. Puis j'ai laissé les papiers du divorce sur la table de la cuisine, accompagnés de captures d'écran imprimées de ses messages à ses amis, de transcriptions de ses insultes, de photos de mes médicaments jetés à la poubelle, d'une clé USB avec les enregistrements audio, et d'un mot qui disait simplement « Je ne suis pas le fardeau inutile que tu crois ». J'ai laissé ma clé, puis je suis parti m'installer dans mon nouveau chez moi. Je l'ai bloqué partout, sauf par email. J'ai prévenu Laurence et Sky de ce qui se passait pour qu'ils ne lui révèlent rien par accident. 6 heures plus tard, mon téléphone a explosé de notifications. Chelsea venait de découvrir qui dirigeait l'équipe de transition. Le choc devait être spectaculaire. D'après un collègue qui m'a écrit sur Teams, elle est devenue livide quand quelqu'un a mentionné mon nom pendant une réunion. Elle a commencé à poser des questions paniquées, quand j'avais été embauché, depuis combien de temps je travaillais là. Je n'ai répondu à aucun de ces 47 messages, ni à ces 23 appels, ni à ces messages vocaux, qui passaient de la colère à la confusion, puis aux pleurs. Par contre, l'email qu'elle a envoyé, c'était quelque chose. Objet, c'est quoi ce bordel? Le corps du message? Un mur de texte. Elle m'accusait d'avoir saboté sa carrière, d'avoir tout planifié depuis le début, d'être un connard vindicatif, comme si j'avais orchestré une acquisition à plusieurs millions juste pour me venger d'elle. Le niveau de narcissisme est stratosphérique. J'ai transféré l'email à Grégory avec l'objet « pièce A ». 3 jours sont passés. J'ai pris mes marques dans mon nouvel appart. Le silence était étrange, mais agréable. Fini de marcher sur des œufs. Fini de forcer les sourires.
Juste moi, mes pensées et ce que je voulais regarder sur Netflix. Chelsea a fini par découvrir où je travaillais, mais n'a pas pu passer la sécurité. Apparemment, elle a fait une sacrée scène dans le hall d'entrée. Les images de surveillance font désormais partie de notre dossier de divorce. Puis sont arrivés les singes volants. Ses amis m'ont envoyé des messages disant que je brisais son cœur, que je détruisais sa vie. Sa sœur m'a écrit sur Instagram en me traitant de sociopathe. Sa mère m'a laissé un message vocal disant que je devais des explications à Chelsea. Je n'ai répondu à rien. J'ai tout documenté et transmis à Grégory. Le 4e jour, les choses ont dégénéré au travail. Je me demande bien qui a lancé la rumeur que j'utilisais ma position pour nuire à Chelsea en particulier. Les ressources humaines m'ont convoqué. Mais j'étais prêt. J'ai montré les captures d'écran des messages de Chelsea où elle me traitait d'inutile. J'ai fait écouter l'enregistrement où elle se moquait de ma crise de panique. J'ai expliqué que j'avais divulgué le possible conflit d'intérêts à Sydney dès le premier jour et que je m'étais retiré de toute décision directe concernant Chelsea. La responsable RH avait l'air physiquement mal à l'aise en écoutant les enregistrements. Elle n'arrêtait pas de dire « je vois » en prenant des notes. À la fin, elle m'a assuré que mon poste n'était pas en danger et qu'ils allaient traiter la situation comme il se doit. Traduction, Chelsea était foutue. 2 jours supplémentaires sont passés. Les emails de Chelsea devenaient de plus en plus désespérés. Elle disait qu'elle était juste stressée quand elle avait dit toutes ces choses, qu'elle ne les pensait pas, que je sortais tout de son contexte. Puis est tombée la bombe. Elle m'a écrit pour dire qu'elle avait consulté un avocat qui lui avait dit qu'elle pouvait m'attaquer pour sabotage financier et préjudice émotionnel intentionnel. Elle disait qu'elle me détruirait au tribunal si je ne mettais pas fin à ce jeu de vengeance puérile. La réponse de Grégory a été un chef-d'œuvre. En gros, il a dit que ces accusations étaient risibles, compte tenu des preuves, et que si elle voulait aller devant le juge, nous avions encore bien d'autres enregistrements et des témoins prêts à témoigner de son schéma d'abus émotionnel. Silence radio pendant 24 heures après ça. Puis hier, c'est arrivé. Je prenais un café près du boulot quand je l'ai aperçue, assise dans un coin du café. Elle avait l'air mal en point, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Cheveux gras, yeux gonflés. Pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti de la pitié. Puis je me suis rappelé son visage quand elle m'a traité de fardeau, le dégoût dans sa voix, la façon dont elle riait avec ses amis de ma santé mentale. J'ai tourné les talons pour partir, mais elle m'a vu. Elle a crié mon nom et s'est approchée. Une partie de moi voulait fuir, mais je suis resté. 5 ans de mariage méritaient au moins une dernière conversation. Elle m'a demandé si on pouvait parler, juste quelques minutes. J'ai dit, 5 minutes. Pas une de plus. Et là, Chelsea a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Elle s'est mise à pleurer. Pas des larmes manipulatrices. De vrais sanglots. Lait. Avec morve, mascara qui coule, tout le corps secoué. En plein milieu du Starbucks. Les gens regardaient. Le barista avait l'air inquiet. Je me suis senti comme un salaud, même si je n'avais rien fait de mal. Je l'ai aidé à sortir sur la terrasse. Je lui ai tendu une serviette en papier. J'ai attendu qu'elle reprenne son souffle. Puis elle a dit quelque chose qui m'a vraiment pris de court. Elle a reconnu qu'elle avait été horrible. Qu'elle avait dit des choses terribles qu'elle ne pouvait pas effacer. Que me perdre lui avait fait comprendre ce qu'elle avait gâché. Et pendant un instant, un tout petit instant, j'ai vacillé. 5 ans, c'est long. Il y avait de bons souvenirs, mélangés aux mauvais. Mais ensuite, elle l'a dit. Je suis sûr qu'on peut arranger ça, avant que ça n'affecte ma position au travail. Et voilà, sa véritable priorité. Pas notre mariage. Pas mon bien-être. Son job. Je lui ai dit que le divorce allait avoir lieu. Que je ne m'opposerais pas à un partage équitable des biens. Mais que je ne mentirais pas pour protéger sa réputation. Que les enregistrements resteraient privés, sauf si elle me forçait à les utiliser devant le tribunal. Elle m'a demandé s'il restait une chance. La moindre. J'ai simplement secoué la tête. Ces derniers mots, alors que je m'éloignais, je suis désolé de t'avoir traité d'inutile. Maintenant, tu me montres à quel point tu vaux quelque chose. Même ses excuses étaient teintées de mépris. Du Chelsea tout craché. Aujourd'hui, cela fait 1 mois depuis que je suis parti. La procédure de divorce avance. Chelsea a accepté la première proposition de règlement. Elle a sans doute compris qu'elle n'avait aucun levier. Mon travail se passe bien. Le projet de l'équipe de transition touche à sa fin. Hier soir, j'ai dîné avec Laurence,
Sky et quelques autres amis que j'ai retrouvés. On a parlé, ri, joué à Cards Against Humanity jusqu'à 2 heures du matin. Et là, j'ai réalisé quelque chose, je n'ai pas eu une seule crise de panique depuis que je suis parti. Ce matin, je me suis réveillé dans mon propre espace. J'ai préparé mon café exactement comme je l'aime. Je me suis assis sur mon balcon pour regarder le soleil se lever. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti léger. Comme si je pouvais respirer pleinement. La vengeance, ce n'est pas toujours détruire quelqu'un d'autre. Parfois, c'est juste refuser de se laisser détruire. Merci de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus bouleversantes qui se déroulent tout autour de vous.